À Ouagadougou, des manifestants étaient dans la rue. Sur l'avenue Charles de Gaulle, ils ont érigé des barricades. Dans la nuit, ils ont incendié des pneus sur l'avenue des Tansoba. À l'origine de ces violences, la mort d'une fille par balle abattue par son copain, un militaire, à la suite d'une dispute. Une instruction est ouverte sur cette affaire. Dans ce journal, on s'intéressera également à une autre affaire, l'affaire des parkings qui défraie la chronique. Les gérants de parking augmentent les prix et Simon Comparé, le maire sortant qui désapprouve cette mesure unilatérale, le dossier est désormais soumis à l'arbitrage du ministère du Commerce. Enfin, nous évoquerons la problématique de la conteneurisation en Afrique, enjeux et défis pour les paysans littoraux, le cas du Burkina Faso, ce sujet fera l'objet d'un séminaire international qui s'ouvre le 12 mars prochain et notre invité est M. Emmanuel Yoda qui pilote donc l'organisation de cette rencontre. Notre invité, bonsoir. Bonsoir, M. Tombiano. Bonsoir, Madame, Messieurs. Merci de suivre les actualités de la télévision du Burkina. L'événement est tragique. Un homme détenu qui abat sa copine avec une arme à la suite d'une dispute. Un crime qui met la rue en ébullition. Hier nuit, des manifestants en colère ont incendié des pneus sur la voie publique, érigé des barricades. Ce matin encore, les manifestations se poursuivaient. Reportage de Étienne Frédéric Bassenga. Voici le visage que présente l'avenue Charles de Gaulle en cette matinée du 10 mars. Des pneus brûlés par-ci, des projectiles par-là, preuve que les forces de l'ordre ont eu du pain sur la planche la nuit dernière. Tout serait parti du fait qu'un militaire aurait abattu sa copine avec qui il aurait eu une dispute. L'intéressé se serait lui-même dénoncé par téléphone avant de l'éteindre et prendre ses jambes à son cou. Il reste introuvable, mais les recherches sont toujours en cours par la brigade de gendarmerie du Kadiogo. Ce matin encore, certains manifestants étaient sur l'avenue Charles de Gaulle pour, disent-ils, dénoncer ce comportement qui a endeuillé la famille Tiendre Beogo. Aux dernières nouvelles, le caporal Alphonse Lompo, présumé auteur du meurtre, a été mis aux arrêts dans la mi-journée de dimanche. Selon un communiqué du service d'information du gouvernement, dans le dit communiqué, le gouvernement condamne, je cite, cet acte inqualifiable et présente à la famille éplorée ses sincères condoléances. La justice ayant été saisie, le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette regrettable et malheureuse affaire. Il appelle la population au calme et à la retenue. Fin de citation. La justice s'est donc saisie de l'affaire et une instruction est ouverte au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le procureur du Faso était l'invité de Godefroy Bazé à l'édition de 13h15. Placide Nikema invitait les populations au calme et à la retenue pour que la justice puisse faire son travail dans la sérénité. Nous l'écoutons. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les manifestants au calme et à l'apaisement. La justice a été saisie, l'enquête a été ouverte, tout est également mis en œuvre pour que l'auteur des faits, à savoir le présumé auteur, réponde de ses actes. Je leur demande simplement de se calmer, la justice fera son œuvre, il sera interpellé et répondra de ses actes. Je crois savoir que vous allez organiser très bientôt une conférence de presse pour, en tout cas, donner tous les détails de C'est exact. Une enquête de presse, une conférence de presse sera bientôt organisée afin que nous puissions porter toute l'information nécessaire à la connaissance des manifestants. Je crois que cela contribuera à ramener le calme et la sérénité dans notre cité. On en saura davantage demain avec la conférence de presse qui se tiendra à 10h. Parlons d'autres choses à présent. Technique de défense en terrain hostile, il en existe deux nouvelles. Et pour acquérir ce savoir-faire technique et tactique, 3 sections de du 25e régiment parachutiste commando de la 2e région militaire sont allées à l'école des forces spéciales néerlandaises. Les stagiaires ont été soumis à 2 mois de manœuvre. Widia Rokia Sanou. Le stade Georges Namoiano du camp Wezen Koulibaly de Bobo-Dioulasso met en un champ de bataille le temps d'une matinée. Les protagonistes, des soldats de la compagnie des forces spéciales, issus du 25e régiment parachutiste commando. Ils exposent là des connaissances pratiques acquises en 8 semaines de formation sous le regard attentif de la hiérarchie. C'est des démonstrations séquentielles, mais elles s'intègrent toujours dans le cadre de quelque chose.
Ils nous ont montré des options, vous êtes pris à partie, vous réagissez. Et vous évaluez aussi la capacité de l'ennemi en face de vous. C'était une très bonne démonstration qui exigeait beaucoup de drill et beaucoup aussi de physique, comme vous l'avez constaté. C'est vraiment bien. Cette formation est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et les Pays-Bas. Elle entre dans le cadre du Flintlock 2013. C'est une formation qui m'a vraiment mis dans l'ambiance de ce que c'est qu'une unité spéciale. Et en plus de ça, les connaissances que j'ai acquises durant cette formation sont carrément différentes de celles que j'avais. Il y a des déploiements pour des missions de maintien de paix, de soutien à la paix et beaucoup de missions, même pour la sécurité du Burkina Faso, on a besoin de ce genre de formation. C'est très clair que ce n'est pas que les Burkinais qui ont appris de nous, mais nous avons appris aussi beaucoup. Je suis sûr et certain, là où on met l'armée de Burkina, ils auront des succès. Et ça, c'est basé notamment sur la motivation des hommes, la volonté d'apprendre et la persévérance. Ils sont une centaine de soldats qui ont ainsi vu leur capacité opérationnelle renforcée. Pour cela, des attestations leur ont été remises à l'issue de la séance de démonstration. La cérémonie de remise a été une occasion pour ces soldats d'exprimer leur gratitude aux formateurs. Restons à Bobo-Dioulasso pour souligner que Salia Sanou a été reconduit pour un mandat de 5 ans à la tête de la commune. Outre le vote du maire, les 144 conseillers qui ont pris part à la session ont désigné également les autres membres des organes dirigeants de la commune. Le reportage est signé de Karim Sissé. C'est le maire sortant Salia Sanou qui revient pour une seconde fois à la tête de la commune de Bobo-Dioulasso. Ainsi en a décidé le conseil municipal en ce jour 9 mars 2013. Il sera appuyé par 4 adjoints, dont le premier est Moustapha Tinto, maire sortant de l'arrondissement de Do. C'est un nouveau challenge dans la mesure où d'un arrondissement à la commune, ça fait un autre échelon. Donc c'est dire qu'il va falloir redoubler d'efforts pour accompagner le maire. Parce qu'au niveau de Do, c'était un arrondissement. Aujourd'hui, c'est toute la ville. Donc c'est un nouveau challenge. En ce qui concerne le partage des autres postes, le CDP remporte 2 commissions, à savoir la commission de l'aménagement du territoire et gestion foncière et la commission des affaires économiques et financières. Nous avons été reconduits au niveau des commissions, moi parce qu'au niveau de la commission affaires économiques et financières. C'est pour moi une continuité. Vous savez, on ne finit pas de construire une ville. La construction d'une ville est une action permanente. Donc c'est pourquoi je parle de continuité. Et je pense que nous avons acquis des résultats. Mais il va falloir que nous fassions un peu plus. Et ce deuxième mandat-là, nous le plaçons sur les signes. Pas de la perfection, parce qu'il n'y a pas la perfection en ce monde, mais en tout cas des avancées positives pour la ville de Bobo-Dioulasso. L'ADF-RDA, quant à elle, aura en charge la commission des affaires générales et l'UPR s'en sort avec la commission environnement et développement. Sur les 203 conseillers municipaux que compte la commune de Bobo-Dioulasso, 144 ont pris part à cette séance de mise en place des organes dirigeants de la commune de Bobo-Dioulasso. Dans l'ensemble, les élections se sont bien déroulées et c'est un maire visiblement satisfait qui s'est prêté à notre micro. Vraiment, ça a été vraiment une émotion pour moi. Bon, je ne m'attendais pas à tout cela. Vraiment, je remercie toute la population qui a vraiment placé sa confiance en moi. Vraiment, je suis très très content. Et vraiment, c'est un défi. Donc, je pense qu'avec la collaboration des uns et des autres, nous allons pouvoir donc relever ce défi. Puis, construire d'abord la recette municipale, ça c'est ma première préoccupation, pour donc réunir pratiquement tous les services qui concourent à l'amélioration du recouvrement des recettes de la commune. Donc, dans les regrouper, construire une recette municipale et tout faire pour améliorer en tout cas les recettes de la commune pour pouvoir donc vraiment travailler. Sinon, je sais que nous avons beaucoup de préoccupations, mais pour cela, il faut renforcer surtout en tout cas les récupérations des recettes. Les résultats de ces élections seront rendus publics dans les heures à venir, conformément à la loi. Mais déjà, des sympathisants du maire Salia Sanou sont venus le féliciter. Demain, on sera fixé également sur la nouvelle équipe qui va prendre en charge la gestion de la commune de Ouagadougou à la suite de Simon Kampaori qui aura passé 17 ans à la tête de la municipalité. Le maire sortant a mené une dernière bataille, un bras de fer contre les gérants des parkings qui ont délibérément décidé d'augmenter les prix de leurs prestations. Le dossier est désormais soumis à l'arbitrage du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui conduira des négociations avec les syndicats des gérants de parking. Des éclairages sur l'affaire parking dans ce dossier signé de Tanga Kafando.
Nous sommes à Ouagadougou, à l'hôpital Yalagado Ouedraogo. Les visiteurs et accompagnants retirent leurs motos. Ici, comme dans d'autres parkings de la ville, le prix est passé de 50 à 100 francs CFA. Une augmentation qui alimente le débat dans la capitale. L'augmentation du prix de parking à 100 francs, bon, on réagit négativement parce qu'on est habitué au fait de 50 francs. Mais aller à 100 francs, je crois que bon, ça avantage aussi les parkers d'une part. Bon, c'est que comme nous ne sommes pas informés là, donc quand on paye, bon, ça nécessite toujours des choses, des discussions quoi en fait. En tout cas, ça nous arrange pas quoi. Ça nous arrange pas. Déjà même que à 50 ans c'était compliqué, maintenant ils disent encore à 100 francs. Depuis plus d'un mois, la question fait l'objet d'un bras de fer médiatisé entre la mairie de Ouagadougou, les consommateurs et les syndicats et associations de gérants de parking. Pour le maire Simon Compaoré, le nœud du problème n'est pas l'augmentation en tant que telle, mais la manière. Nous ne pouvons pas dire que c'est que les augmentations qu'ils veulent faire sont illégitimes. Mais on ne peut pas se lever comme ça, augmenter au hasard et puis dire on passe du simple au double. Non, même s'il devait y avoir des augmentations, bon, il devait y avoir quand même, il devait prendre sur eux de toucher et la ville et le ministère en charge des prix au Burkina. Et nous avons estimé que cette façon d'agir de façon unilatérale peut leur porter préjudice à la mairie, porter préjudice aux consommateurs. La manière, c'est ce qui fâche également la Ligue des consommateurs du Burkina, qui d'ailleurs trouve cette augmentation illégale. Nous avons, au cours de notre conférence de presse qui a eu lieu tout récemment, dénoncé cette augmentation illicite des prix des parkings et demandé en même temps aux consommateurs de ne pas respecter cette augmentation dans la mesure où la commune de Ouagadougou déjà a donné de la voix pour dire que ce n'est pas une augmentation légale. Et donc nous avons demandé aux consommateurs de ne pas respecter et au cas où des parkers leur feraient la force, que ces consommateurs puissent appeler la commune, la police municipale, afin qu'elle puisse intervenir pour établir l'ordre et la discipline. Ces consommateurs on leur avait également demandé d'appeler la Ligue des consommateurs afin que la Ligue des consommateurs prenne les dispositions nécessaires pour que ces pratiques néfastes puissent cesser le plus rapidement possible. La coordination des syndicats de gérants de parking reconnaît avoir péché dans la communication, mais soutient que cette augmentation a suivi une procédure normale qui a impliqué les autorités communales. La hausse des prix serait partie des conclusions d'une étude sur le secteur des parkings au Burkina Faso, financée par le Conseil national du patronat burkinabé et la maison de l'entreprise. L'étude a été conduite par le cabinet Jidicom et livrée en juin 2012. Il y a un constat qui a été fait, il y a trop de vols. Sur la seule période 2010-2011, à Ouagadougou, il y a eu plus de 1000 engins volés pour moins de 200 retrouvés. À Bobo-Dioulasso, c'est les mêmes pourcentages. Par rapport à ce qui se passe, ça veut dire que le pouvoir financier du parquet se retrouve fortement touché et il n'arrive pas à faire face aux charges. Les employés, quand vous prenez 90% des employés dans le secteur du parking, sont payés nettement en deçà du SMIC. C'est ça qui n'est pas légal. Quand tu emploies quelqu'un, le minimum, il faut le payer à un certain niveau, ce que la loi autorise. Et il faut les déclarer à la caisse. Autre élément, quand tu perds ton engin dans un parking, les délais de remboursement sont longs et souvent très difficiles. Ce qui fait que c'est un problème majeur. Pour la crédibilité du parquet, il faut que ces délais soient très courts et respectés. Autre élément très important, toutes les maisons d'assurance au Burkina Faso refusent d'assurer les parkings au prétexte qu'il y a trop de risques. Donc tous ces éléments mis l'un dans l'autre, l'étude a révélé que pour nous conformer effectivement à la loi, pouvoir payer, c'est un scénario qui se trouve dans l'étude. Ils ont fait des prospections. Si on augmente les tarifs du parking à tel niveau, voici comment on peut varier sur le plan salarial.
Deuxième niveau, comment on peut atteindre 25 000 francs par mois. Et troisième niveau, comment on peut atteindre le SMIC et déclarer les gens à la caisse. C'est ce scénario que nous avons retenu pour pouvoir nous mettre en conformité vis-à-vis de la loi et mieux organiser notre secteur. Les derniers développements de l'affaire, la mairie de Ouagadougou a écrit au ministère du Commerce qui doit désormais statuer. Les syndicats et associations de parkers sont en pourparlers avec le désormais ministère du tutelle et des propositions ont été faites pour prendre en compte les spécificités de certains secteurs. Désormais, les regards de la mairie, des consommateurs et des parkers sont tournés vers le ministère du Commerce qui a le dernier mot. Un dernier mot qui ne tardera peut-être pas à tomber et qui certainement mettra fin au brouillard. Changer positivement l'image de l'hôpital, voici le défi auquel le directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo engage les chefs de département. Cela passe par l'amélioration des prestations. Wendata Nathalie Kawore. Avec l'installation des chefs des 10 départements que compte désormais le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, c'est une nouvelle forme de gestion qui débute au sein de cet hôpital. Ceux qui sont chargés d'animer ces départements sont composés de 9 professeurs titulaires et d'un maître de conférences agrégé, tous ayant une bonne expérience dans le milieu médical. Par la voix de leurs représentants, ils ont reconnu que la départementalisation présente des intérêts certains pour le fonctionnement d'une structure comme l'hôpital Yalgado. D'abord au niveau des soins. C'est d'abord l'organisation, l'amélioration de l'organisation des soins en pôle. Le deuxième élément qui rentre dans le cahier de charge des CHU, c'est l'enseignement. Cette départementalisation va faciliter l'organisation des stages hospitaliers divers. Le troisième élément qui est dévolé au CHU, en plus des soins et de l'enseignement, c'est la recherche. La départementalisation va nous permettre de constituer de véritables équipes de recherche qui aboutissent bien entendu à l'établissement de protocoles de soins. Pour le premier responsable du CHU Yalgado Ouedraogo, avec cette nouvelle organisation, on devra aboutir à plus d'efficacité et de pragmatisme dans les différentes prestations. À titre d'exemple, voici ce qu'il attend des départements de la chirurgie et des laboratoires. Par exemple, moi je ne veux plus qu'un Burkinabé traîne à l'hôpital pendant 2 mois, 3 mois, pour ne pas avoir son intervention chirurgicale. Moi, ce que je leur demande, c'est de me ramener ça à 2 semaines ou 1 mois maximum. Si vous prenez par exemple les laboratoires, vous êtes devant moi, est-ce que c'est normal qu'à l'hôpital Yalgado, on ne puisse pas faire tous les examens 24 heures sur 24 heures? Alors que nous avons non seulement tous les équipements, mais tous les grands laboratoires se trouvent chez nous. Moi, ce que je leur demande comme objectif, c'est de dire que 24 heures sur 24 heures, vous, si vous avez un problème d'examen, il faut que vous puissiez venir le faire à Yalgado et que vous ayez votre résultat là au maximum dans 1 heure, 2 heures de temps. Les chefs des départements ont traduit leur satisfaction de voir l'avènement de cette nouvelle organisation au CHU Yalgado Ouedraogo. Mais pour que cette nouvelle expérience soit une réussite, ils ont sollicité un appui matériel et médico-technique. Le directeur général du CHU Yalgado Ouedraogo a promis jouer sa partition pour que ces conditions soient réunies. Il a aussi salué la décision du Conseil de ministres de ne plus déménager le CHU Yalgado Ouedraogo, car le site de cet hôpital est pour l'instant le seul cadre qui permettra aux chefs des départements d'atteindre les résultats attendus avec le nouvel organigramme. L'ONG Population Media Center PMC forme 22 animateurs de radio partenaires pour que ces derniers soient de véritables relais entre l'ONG et la population cible. L'ONG PMC, faut-il le savoir, est une organisation américaine qui est présente dans une vingtaine de pays à travers le monde. Le reportage est signé de Wiya Rokiasano. Population Media Center sait qu'il est difficile d'atteindre son objectif sans une implication forte des médias dans la transmission de la bonne information aux populations cibles. La présente formation vise donc à outiller principalement les animateurs de jeux radiophoniques afin qu'ils soient aptes à animer les différentes thématiques de l'ONG sur le terrain. Population Media Center a un projet au niveau du Burkina où il y a plusieurs thématiques. La première thématique, c'est la planification familiale. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous allons amener les populations à adopter des comportements favorables donc, à la planification familiale. Nous avons également la santé de la reproduction des jeunes, des adolescents. Nous avons également l'excision. Nous avons le paludisme, le lavage des mains, le VIH-Sida, le genre, la promotion de la femme
et l'éducation universelle des filles. La principale mission de cette ONG américaine qui intervient dans plusieurs pays du monde est d'améliorer la santé et le bien-être des populations à travers la sensibilisation et le divertissement. Une mission quasi impossible sans l'accompagnement de la presse. La formation est la bienvenue parce que c'est une formation qui est venue nous expliquer les enjeux des PMC, leurs objectifs à atteindre. Donc je pense que c'est une formation à saluer. Et ça nous permet aussi d'échanger avec la population, les auditeurs, pour quand même éveiller les esprits, éveiller la conscience, voilà, pour l'amélioration de la vie de la population. La section burkinabé de l'ONG est encore récente. Elle a commencé ses activités en septembre 2011. Le projet prévu pour 3 ans compte orienter ses actions vers la lutte contre l'excision, la promotion des droits de la femme et de l'éducation de la jeune fille au Burkina Faso. La radio Ouaga FM a désigné Aridiata Dakouré comme la femme de l'année. Son engagement pour la cause de la femme et la promotion des droits de la femme ne passe pas inaperçu. La lauréate reçoit un trophée et une prime symbolique de 500 000 francs CFA. Le reportage de Maïmouna Traoré. C'est elle, la femme Ouaga FM de l'année, Aridiata Dakouré. Juriste de formation, elle a totalisé 35 ans de carrière avant de prendre sa retraite en 2010. Dans cette carrière professionnelle, elle a occupé plusieurs postes de responsabilité. Premier président du Conseil d'État, membre du Conseil supérieur de la magistrature, membre de juridiction, directrice générale de l'ENAM. Présidente du Bureau national de WIDAF Burkina et membre fondatrice de l'Association des femmes juristes du Burkina, Aridiata Dakouré s'illustre dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion des droits humains. Un parcours professionnel et paraprofessionnel qui a séduit le jury du prix Ouaga FM de l'année 2013. C'est vraiment un encouragement très fort que je viens de recevoir et je vais faire des efforts, davantage d'efforts, grâce au soutien des personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler pour que nous puissions porter encore plus haut le flambeau de la lutte contre l'injustice et particulièrement la violation des droits des femmes et des filles. Institué en 2008 par la radio Ouaga FM, ce prix récompense les femmes engagées pour une cause sociale et reconnues pour leur rigueur au travail et leur esprit de créativité. Celle-ci devrait afficher une neutralité politique. Nous encourageons l'engagement de la femme pour les causes de développement. Donc nous allons renforcer cela en réfléchissant à des dispositions qui peuvent donner à ce prix encore plus de valeur. L'idée du promoteur est de faire des émules tout en valorisant l'œuvre de femmes considérées comme des exemples. Entrepreneuriat et leadership féminin, la Jeune Chambre internationale a apporté sa contribution au débat sur le thème du 8 mars. Plus qu'un débat, c'était un témoignage sur les success stories en matière d'entrepreneuriat féminin. L'événement s'est déroulé à la Chambre de commerce en présence de Nathalie Sawadgo Nabaloum. Convaincue que le développement économique d'une nation passe par la libération de la femme, la Jeune Chambre internationale Ouagadougou et la Jeune Chambre internationale Ouaga Metba conjuguent leurs efforts pour aider la femme burkinabé à se développer. À cet effet, elles organisent en synergie une rencontre de partage d'idées et d'expériences autour du thème entrepreneuriat et leadership féminin. Nous organisons d'abord cette activité en marge de la Journée internationale de la femme. Et en plus, nous nous inscrivons avec ceux qui pensent que tout développement doit passer par le développement de la femme. C'est pour cela qu'ensemble les deux OLM sont réunis ce matin pour réfléchir ensemble et puis permettre à des femmes qui ont brillé par leur exemple de partager leur expérience avec les autres femmes de la Jeune Chambre internationale et les jeunes femmes d'une manière générale. La présidente et la marraine de la cérémonie, toutes deux dévancières de la Jeune Chambre internationale, sont venues apporter leur soutien et partager leurs expériences avec leurs jeunes sœurs de la JCAE. La Jeune Chambre, c'est une grande école de formation et nous, en tant qu'anciens de la Jeune Chambre, nous devons de venir encourager aussi les jeunes, donc afin qu'ils puissent comprendre qu'ils ont beaucoup à apprendre par ces associations et que ça peut leur servir plus tard aussi dans leur vie quotidienne.
le thème c'est un des objectifs du millénaire. Vous savez aujourd'hui que tout marche par planification. Donc depuis un certain temps, les objectifs du millénaire ont été déterminés et l'OMD 3, c'est l'autonomisation de la femme. Parce qu'ils sont partis du constat que si la femme, quelle que soit la bataille qu'elle mène, si elle reste dépendante économiquement, ça veut dire qu'elle sera toujours à la merci de son homme. Alors donc l'autonomisation de la femme, c'est la rendre libre par le travail qu'elle abat au quotidien, par l'entrepreneuriat qu'elle peut faire. Les participants venus nombreux pour prendre part à la rencontre vont mener des réflexions et faire des propositions d'action afin de soutenir les femmes burkinabées à s'épanouir. En marge de cette cérémonie, les participants ont pu apprécier des expositions des produits locaux. Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes, tout commence d'abord par un métier et l'association Citoa Lawa prépare les femmes sans à la production, au tissage et à la teinture en l'occurrence, mais aussi au marketing pour assurer le positionnement de leurs produits sur le marché dans un contexte concurrentiel. Dans cette entreprise, l'association Citoa Lawa a bénéficié du soutien du Moro Naba qui a dépêché à Thomas une délégation. Reportage Adama Koulibaly. L'entrepreneuriat féminin, une alternative pour sortir les femmes de la pauvreté. Au Nayala, l'association Citoa Lawa, qui signifie en langue nationale sans laisse tout à Dieu, mène le combat. Plus de 200 femmes venues de 6 communes de la province ont vu leurs capacités ainsi renforcées. La teinture, le tissage, la gestion des entreprises, le management des associations, la fabrication de la pommade à base de beurre de karité, bref, tous les outils nécessaires à l'autonomisation de la femme ont été enseignés. On veut que dans le Nayala, là, au lieu que nos hommes quittent ici, aller payer les pailles traditionnelles à Ouaga et venir faire la teinture et puis nous revendre, que nous-mêmes on puissions produire ces pailles-là, vendre à nos maris. Donc ces bénéfices vont nous revenir. Et puis surtout la fabrication de savon, la fabrication de la pommade. Aider les femmes à sortir de la pauvreté, le combat est rude mais pas impossible. L'association Citoa Lawa bénéficie du soutien des chefs coutumiers, un soutien de taille pour délivrer les femmes du Nayala de l'emprise des pesanteurs socio-culturels. Nous sommes dans un monde où la femme doit s'épanouir. Et pour la femme, s'épanouir veut que la femme soit un peu indépendante du côté économique. Il s'agit de leur conférer un certain nombre de compétences qui puissent contribuer à les autonomiser, à faire en sorte qu'elles puissent participer davantage, mieux encore, à leur propre prise en charge. Le secteur de l'entrepreneuriat féminin a connu un regain d'intérêt. L'autre moitié du ciel occupe de plus en plus une place importante dans la vie économique et sociale de notre pays. Et cette parade des différentes associations et groupements de femmes montre qu'il faudra désormais compter avec ce capital humain pour le développement du Nayala. Nous allons maintenant retrouver notre invité, M. Emmanuel Yoda, qui pilote donc l'organisation du séminaire international sur la containerisation en Afrique, enjeux et défis pour les pays sans littoral comme le Burkina Faso. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement et de la gestion des infrastructures de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonsoir. Bonsoir, M. Tombé. Alors, la containerisation, que faut-il entendre par ce concept ? Je voudrais d'abord vous remercier la télévision nationale de Burkina pour l'opportunité que vous nous offrez ainsi de communiquer autour de cet événement, comme vous l'avez si bien intitulé, qui concerne la problématique de la containerisation au Burkina Faso. Alors, pour revenir à votre question, la containerisation, je dirais que c'est le fait d'utiliser une sorte de boîte gigantesque de forme parallélépipédique, d'une dimension normalisée variable entre 6 mètres et 12 mètres de longueur pour conditionner de la marchandise afin d'en faciliter le stockage, la manutention ou alors son transport, quel que soit le mode de transport, notamment maritime, ferroviaire, routière et bien entendu fluvial, aérien. Pourquoi une réflexion sur justement la containerisation ? Alors, ce mode de conditionnement qui est utilisé beaucoup à travers le monde, notamment dans les pays développés, avec un taux qui est aussi autour de 80%, nous établissons le constat que dans notre pays, nous sommes à moins de 20%.
Moins de 20% de marchandises donc conteneurisées et autour de 8% de conteneurs qui arrivent effectivement à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso, donc en tout cas au niveau du client. Alors, dans la sous-région, notamment dans des pays portuaires, nous sommes autour, donc, nous oscillons entre 50% et 70%. Et or, naturellement, la conteneurisation a des avantages et en termes de compétitivité pour les affaires. Justement, quels sont les avantages? Alors, ces avantages se situent à deux niveaux. D'abord pour les opérateurs économiques, ensuite pour l'État. Pour les opérateurs économiques, la conteneurisation permet de gagner du temps, de réduire donc les délais, de réduire les coûts et ensuite de sécuriser la marchandise contre les intempéries, contre tout vol. Ils permettent également d'améliorer le taux de rotation des modes de transport et ça apporte également des facilités en termes donc de transit. Lorsque vous êtes en transit, que vous avez une marchandise conteneurisée, souvent la formalité de transit consiste en la vérification de l'intégrité de plomb, ce qui vous fait gagner du temps. Alors, du point de vue de l'État, la conteneurisation est perçue comme étant un moyen efficace de lutte contre la fraude et donc d'amélioration des recettes publiques. Si elle a tant de vertus, pourquoi l'exploitation donc de la conteneurisation est si faible? Justement, c'est là l'enjeu du séminaire. C'est que nous avons constaté que il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de tous les acteurs. Difficultés, je ne voudrais pas anticiper sur les résultats du séminaire, mais des difficultés liées notamment, en tout cas, qui sont imputées soit aux transporteurs, soit aux opérateurs économiques eux-mêmes, soit aux administrations, soit à la réglementation. Alors, c'est pour ça que nous mettons ensemble tous ces acteurs-là dans une même salle, afin donc d'échanger et donc prendre un engagement fort visant donc à faire en sorte que cette tendance soit accélérée. Donc l'objectif serait d'inciter les opérateurs économiques à adopter le conteneur comme mode, par exemple, de transport de leur fret. Tout à fait, tout à fait. Mais pour cela, et compte tenu des difficultés que ces opérateurs économiques rencontrent, il faut d'abord travailler à lever ces difficultés. Et c'est pour ça que nous voulons engager tous les acteurs qui vont prendre part au séminaire à donc s'entendre sur d'abord la nature de ces difficultés et prendre des engagements, donc faire un listing des difficultés et élaborer une sorte de feuille de route qui permet donc aux organisateurs du séminaire que nous sommes, la Chambre de commerce et les terminaux routiers à conteneurs de Burkina, et pour que de manière régulière, nous suivions l'évolution de la continuation au Burkina Faso. Revenez sur des cas pratiques pour nous montrer en quoi le conteneur est justement moins cher d'exploitation. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, il devrait être moins cher. Ce n'est peut-être pas le cas actuellement. Moins cher, pourquoi? Parce que d'abord, lorsque vous quittez, lorsque vous conteneurisez de la marchandise, vous avez, au niveau de la manutention, notamment d'un mode de transport à un autre, beaucoup moins de temps à passer. Beaucoup moins de temps à passer, parce qu'il suffit simplement de prendre la boîte et la déposer sur un conteneur, sur un camion quand il s'agit donc de passer, par exemple, d'un terminal de transport maritime au transport routier ou ferroviaire, ou donc sur le chemin de fer, sur un wagon. Alors, donc, vous gagnez du temps. Deuxièmement, normalement, comme je l'ai indiqué tantôt, au niveau des formalités douanières, vous passez plus rapidement, puisque même la réglementation favorise en matière de transport, au niveau en ce qui concerne les contrôles d'une part, et d'autre part en ce qui concerne les formalités de transit. Également, il s'agit simplement de vérifier l'intégrité de plomb, au lieu bien sûr qu'on essaie de décharger la marchandise ou alors de manipuler pour constater l'effectivité de la cargaison. Alors, vous voyez, tout cela fait perdre du temps, et ensuite, à l'arrivée, bien entendu, vous n'avez pas non plus besoin donc de faire ces manipulations et que vous allez directement donc chez le client. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement, puisqu'il y a beaucoup encore de gros d'étranglement que nous essayons donc de lever par le biais donc de l'organisation de ces séminaires auxquels tous les acteurs donc sont conviés. Et quelles sont donc les attentes? Est-ce qu'elle va déboucher sur une politique incitative pour l'utilisation du conteneur? C'est notre souhait. Notre souhait est que après avoir échanger, donner toutes les informations nécessaires aux participants sur les enjeux de la conteneurisation dans le monde, sur les défis qui s'offrent à nous, et donc amener ces acteurs-là à prendre des engagements forts. À partir du moment où nous serons entendus sur les difficultés, prendre des engagements forts sur chacun pourra faire pour permettre donc un accroissement de la conteneurisation des marchandises. Alors, ces engagements feront l'objet donc d'un listing, donc d'un relevé, j'ai appelé ça tout à l'heure peut-être une feuille de route, et donc progressivement sera suivi, et chaque acteur sera rappelé à l'ordre donc sur l'engagement qu'il a pris. La conteneurisation devrait avoir quel effet sur l'économie d'ensemble?
sur l'économie d'ensemble, disons que la continuation devrait permettre d'améliorer la compétitivité de notre économie. Donc, si la continuation conduit à la prospérité des affaires d'un opérateur économique, de manière macroéconomique, vous comprenez très bien que, globalement, ça aura un effet positif. Et la containerisation s'oppose à quel mode de transport? Ça s'oppose au transport en vrac de marchandises. Vous voyez, lorsqu'on arrive au port et qu'on déplome le conteneur, qu'on ramasse la marchandise, qu'on la charge dans des camions, en vrac, dans des conditions un peu plus difficiles. Alors, donc, c'est ça qui s'oppose à la containerisation. Voilà. Ok. Merci bien, Monsieur Yoda, c'est moi qui vous remercie. Tous ces éclairages. Nous allons suivre cet événement à travers des reportages que nous allons réaliser. Parlons de culture à présent. Artistes et photographes ont désormais un espace où exposer leurs œuvres. Une maison baptisée Espace Art et Métiers a été inaugurée en marge du FESPACO à cet effet. C'est une initiative du photographe Warren Saré et de l'Institut Goethe Évariste Kombari. Après le centre photographique de Ouagadougou, le photographe Warren Saré et l'Institut Goethe mettent cette fois à la disposition de la ville de Ouagadougou et des artistes un espace art et urbanisme. Cet espace, qui a été inauguré en marge du FESPACO, est ouvert aux artistes. En effet, outre les œuvres photographiques, d'autres œuvres artistiques y seront exposées. Le projet Ouagadougou Maîtresse, c'est tout un projet de longue durée, d'une année, où c'est pas que la photographie, c'est aussi d'autres disciplines d'art et aussi la science qu'on veut intégrer pour rechercher un peu plus autour de l'urbanisme et le développement de la ville de Ouagadougou. L'urbanisme, comme je veux dire, il y aura les différents arts qui nous allons faire vivre. Les différents arts ici sur cet espace. Ce n'est pas seulement que la photographie, mais moi ici je m'occupe de la partie photographie. Nous voulons qu'à travers la photographie, ici la fin du projet qui est 1 an, après on va devoir, que nous puissions avoir une cliché de Ouagadougou. En ouvrant cet espace dans un quartier populaire de Ouagadougou, l'idée des initiateurs est de rapprocher la photographie du grand public. C'est une belle initiative. Beaucoup de gens ne vont pas aux expositions. Alors, si l'exposition peut rentrer dans les quartiers, c'est une bonne chose. Ça démocratise l'art et l'initiative de Warren Saré, directeur du centre de la photographie de Ouagadougou, est d'amener les gens à avoir un autre regard sur les photographes et sur la photo de manière générale. L'ambition de Warren Saré et de ses partenaires est de travailler à imposer l'art photographique au Burkina Faso. Le cheval était une fois encore à l'honneur à la 13e édition du Festival du Cheval et du Festival culturel et hippique de Barani qui s'est tenu les 8 et 9 mars 2013. Au programme, il y avait des compétitions de lutte et de dressage de chevaux. L'Association pour le développement de Barani qui organise cette manifestation annuelle a mis cette année en exergue le thème de la tradition hippique, transport et développement durable. Reportage Sali Nana. Dresser et dompter un cheval pour en faire un compagnon fidèle, un animal noble, la maîtrise de l'art équestre, c'est ici au Feshiba, le festival culturel et hippique de Barani. Ce festival qui fait revivre des moments riches en culture tire son origine d'une fête traditionnelle d'allégeance Peul de la principauté de Barani. À Barani, des cavaliers du Burkina et du Mali perpétuent la tradition sous le thème « Tradition hippique, transport et développement durable ». Le cheval a beaucoup contribué dans le transport des biens, des hommes depuis très longtemps. Et actuellement, le cheval continue à prendre cette même place. Donc nous estimons qu'il était temps que nous fassions cette relation entre le cheval et le transport. Une compétition de lutte traditionnelle et un concours de dressage ont animé les 2 journées que dure le festival. Une manifestation d'envergure nationale qui met en exergue l'importance du cheval dans la société, un animal qui a une valeur culturelle et économique. C'est une espèce qui mérite de l'amélioration, qui mérite aussi de continuer de servir de trait d'union entre les différents peuples
au Burkina Faso, mais aussi ailleurs comme au Mali. Nous sommes là donc pour simplement traduire la volonté du gouvernement d'accompagner ce genre d'initiatives, surtout quand ils permettent ces initiatives-là, non seulement de faire de l'argent avec une espèce comme celle-là, mais aussi de rassembler les hommes pour la pérennité de la paix et de la paix sociale surtout. Cette 13e édition du FESHIBA a, comme les autres années, connu la participation du Mali. Une expression de paix et de coexistence pacifique entre les populations frontalières du Mali et du Burkina Faso. Donc nous sommes venus pour être aux côtés de nos frères burkinabés qui nous ont soutenus au moment de nos difficultés. Ils ont accueilli ici nos frères et sœurs qui ont fui les combats au Mali. Ils ont été très bien traités ici, très bien entretenus par nos frères burkinabés. Donc c'est vrai que nous sommes en difficulté, mais il faut que nous venons aux côtés de nos populations burkinabées parce que nous nous sentons burkinabés ici. Quand vous comparez le Barani, le département de Barani d'avant le FESHIBA et que vous comparez aujourd'hui Barani aux 13e édition du FESHIBA, vous verrez une très grande différence. Nous sommes même en train de voir aux côtés du Mali comment faire en sorte que nous aussi nous organisons ensemble avec nos camarades de Burkinabé pour que maintenant le FESHIBA ne soit plus FESHIBA mais que ça soit FESHIBAO. FESHIBAO, c'est-à-dire Barani et Wankuro. Pour qu'ensemble nous pouvions développer ensemble nos deux départements. La marraine du FESHIBA 2013, elle entend intégrer ces dimensions culturelles dans l'enseignement. Elle compte donc organiser très bientôt une caravane de l'éducation pour sensibiliser partout où l'éducation a encore des difficultés. La caravane de l'éducation, ce sont des cavaliers qui vont s'organiser autour de Barani, qui vont démarrer à partir d'ici et on va cibler les communes où il y a un très très faible taux d'alphabétisation ou de taux de scolarisation et les gens vont aller justement pour sensibiliser les communautés, les mobiliser pour les impliquer davantage dans le système éducatif. Le festival culturel et hippique de Barani se termine par des récompenses. Des prix ont donc été attribués aux meilleurs lutteurs, à ceux qui ont su le mieux dresser leur cheval, mais qui avaient aussi la meilleure monture. Kombi Tigré tient sa 2e édition à Ouagadougou, à la Maison des Jeunes du secteur 10 de Ouagadougou. Le Festival international de spectacles pour enfants offre aux enfants un cadre pour se familiariser à la culture burkinabé et à la pratique artistique. Reportage Nathalie Sawadougou Nabaloum. Ça se passe au quartier Larlé à Ouagadougou. Pour la 2e fois consécutive, les enfants ont arpenté les rues de ce quartier pour admirer le spectacle gratuit qui leur ont été offerts. Dénommé Kombi Tigri ou Fête des enfants, ce spectacle qui se tient du 9 au 16 mars a pour objectif d'amuser les tout-petits et leur inculquer des valeurs fondamentales. On a l'objectif vraiment de permettre l'accès à la culture, aux livres, aux enfants et aussi à la pratique artistique. Donc nous souhaitons vraiment permettre à ce que tous les enfants, quelles que soient les catégories sociales, puissent accéder à la culture, puissent avoir accès facilement au spectacle vivant. La 2e édition a connu la participation d'autorités politiques et coutumières venues rehausser l'éclat de la cérémonie. Notre ville a besoin de ce genre d'initiative pour égayer, pour éveiller les consciences des tout petits et les amener à être demain de véritables citoyens qui vont aller à l'assaut des champs de construction de la ville pour bâtir une ville citoyenne, une ville de demain, une ville où tout le monde va aspirer à vivre et bien vivre. La tradition a été honorée et parce que les enfants ont tenté de réfléchir sur la salubrité, sur les questions culturelles de notre pays. Et je pense que c'est fondamental que nous travaillons à ce que nos enfants s'approprient de nos valeurs de base. C'est la raison pour laquelle j'encourage et soutiens cette activité. À l'occasion, des concours de dessin et de rédaction ont été organisés et des prix ont été décernés aux élèves méritants. Durant une semaine, les enfants vont se familiariser à l'écriture, au conte, au théâtre, des danses de marionnettes, et ce à la Maison des Jeunes et de la Culture, au CDC La Termitière et à l'Institut français.
À 6 km de Kambisiri, Nazuma est un lieu de pèlerinage dédié à Saint-Joseph. Ce dimanche, les fidèles sont venus de partout pour prier et louer Dieu. Repentance et réconciliation avec Dieu sont les maîtres mots portés à la méditation des pèlerins de Nazuma. Karim Patrick Namono. Ces pèlerins pressent le pas pour le sanctuaire Saint-Joseph de Nazuma à 6 km de Kambisiri. Tous convergent vers ce lieu, animés par un objectif commun, renforcer leur foi et renouveler leur engagement au Dieu 3 fois saint. Tant de carême oblige, le chemin de croix ouvre la voie à la célébration. Le soleil ardent de ce dimanche n'a pas eu raison de la mobilisation des fidèles catholiques au pèlerinage paroissial du Bazega. L'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouedraogo, est le célébrant de cette messe. Dans son homélie, il appelle les fidèles catholiques à la repentance, à l'image du Fils prodigue dans l'Évangile. Nous sommes tous des enfants prodigues. Chacun de nous a besoin de pardon et Dieu est un Père de tendresse et de miséricorde. Peu importe nos péchés, comme dit le prophète Jérémie, Isaïe, nos péchés ont beau être rouges comme sang, le Seigneur peut nous rendre blancs comme laine, comme neige. Alors donc c'est dire donc que la miséricorde et la bonté du Seigneur dépassent de loin les errements et les fautes de toutes sortes de l'homme. L'essentiel, c'est de revenir à soi, de revenir à Dieu le Père qui nous attend toujours à bras ouverts. Les pèlerins sont restés attentifs aux prêches du prélat. Joignant leur voix à celle du célébrant, ils témoignent ainsi leur soumission à Dieu par l'intercession du Fils Jésus-Christ, mais aussi par celle de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Je repars en sachant que je dois revenir vers le Seigneur chaque fois que je tombe pour m'humilier, pour qu'il me relève avec la force pour marcher de nouveau avec lui. Et nous pensons que ça c'est une bonne leçon pour nous qui dans la marche vers Pâques de nous réconcilier, prendre conscience de nos erreurs et revenir vers le Père très bon et miséricordieux qui nous pardonnera. Prière, adoration et louange ont été les autres temps forts de la messe en ce seul lieu dédié à Saint-Joseph dans l'archidiocèse de Ouagadougou. Cette année encore, le pèlerinage de Nazuma a tenu toutes ses promesses, réunir autant de fidèles catholiques pour honorer et louer Dieu. 4 nouveaux pasteurs ont été consacrés ce 9 mars au Centre international de mission de délivrance et d'intercession. Ils ont reçu mission d'annoncer l'évangile au monde entier et particulièrement d'être au service des fidèles du Centre Simidi fondé en 2006 auprès des fidèles. Adama Koulibaly. Samuel Savadogo, Jean-Claude Ouedraogo, Émile Ouedraogo et Jacob Israël Ouedraogo sont les 4 pasteurs qui viennent d'être consacrés ce jour 9 mars au Centre international de mission de délivrance et d'intercession Simidi. Loyauté, fidélité et honneur sont les maîtres mots qui doivent guider leur charge pastorale dans la mission qui vient de leur être confiée. La mission qui leur est assignée, c'est qu'ils doivent enseigner le peuple de Dieu, ils doivent prier pour le peuple de Dieu, ils doivent intercéder en leur faveur, les aider conformément à cette consécration qui a été faite ce soir. Par cet acte, ils ont désormais l'onction pour relever les défis de la mission d'évangélisation. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Dieu dit « Allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle ». Voilà, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission primordiale que nous devons faire. C'est ça le grand défi que nous devons relever en tant que pasteurs consacrés ce soir. Ils étaient nombreux les parents, amis, fidèles et autres pasteurs issus de plusieurs dénominations venus soutenir ces nouveaux missionnaires du Centre Simidi qui a lancé son ministère depuis 2006. Quelques informations sportives avant de nous quitter. Suite et fin de la première journée du championnat de première division. Cet après-midi au stade municipal de Ouagadougou, le RCK a battu l'EFO 1-0. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le RCK a battu l'EFO 1-0. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le JCB s'est incliné par 0-1 devant Bobo Sport en réel hier pour le compte de la première manche de cette première journée. Le Santos FC a écrasé Majestic par 4-0 à Pau. Le BBS de Koudougou est allé défaire Luizi à Waiguya par 1-0. Lusco
et l'AS Maya se sont séparés sur le score de 0-0 à Banfora. Résultat nul d'un but partout entre l'USO et l'USFA au stade du 4 août de Ouagadougou. La championne en titre, l'ASFA Yenenga, a été accrochée par sa dauphine, l'AS Sonabel, au stade du 4 août, un but partout. Le RCB a réussi la bonne affaire du derby Bobolé en venant à bout de l'ASFB sur le score étriqué d'un but à 0. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Excellente suite de programmes sur la RTD.